travaillez vous-même donc sur l'enseignement et le numérique ou l'enseignement du futur, je pense. Donc il n'y a pas que le numérique, mais ça en fait partie. Comment, selon vous, vous voyez l'enseignement hybride? Est-ce que vous avez déjà défini une définition de cet enseignement hybride? Parce que pour moi, c'est quand même un terme qui est relativement vague aujourd'hui. Il y a l'hybridation, on va dire, à un moment donné, d'élèves présents dans la classe et d'autres chez eux. Ça peut être beaucoup plus, donc ça peut être hybride géographiquement, ça peut être hybride dans le temps, en mélangeant des séquences de présentiel et des séquences de distanciel. Donc, il y a plein de façons de définir l'enseignement hybride. Est-ce que vous avez prévu une définition? Alors, Et on travaille, nous, dessus, hein, sur cette notion d'école du futur. Et dans cet enseignement hybride, on va dire, on a deux dimensions. On a mettre de la distance ou de l'enseignement à distance dans nos formations classiques, parce que notre objectif est de préparer à des métiers. Et on sait que nos étudiants vont être maintenant dans des systèmes où ils seront en partie en télétravail et en partie en physique. Et ils devront avoir appris à l'avance et avoir des compétences de travailler à distance, de travailler en groupe, de gérer des conflits, de manager. Et puis, on a également toute une réflexion sur une digitalisation donc, de nos formations pour d'autres types de publics, mais on s'aperçoit, et c'est une bonne nouvelle, que de toute façon, à la base, il faut de la pédagogie, hein, et que les craintes que vous avez évoquées, on les a également identifiées, de craintes de dévalorisation, d'économie ou pseudo-économie, et que c'était plutôt la technologie était un moyen et non une fin par rapport à ça. Euh, et donc, que l'enseignement du futur, ça sera c'est cette capacité à prendre en compte les différents types de publics. Et peut-être pour nous également une autre différence par rapport à l'éducation nationale, nous avons une grande diversité d'étudiants. Et donc, l'hybridation devrait nous également nous permettre de mettre tout le monde à un même niveau et d'accompagner des étudiants qui auraient peut-être besoin d'un peu plus de renforcement dans certaines matières plutôt que dans d'autres. Ça suppose également un équipement et on a massivement investi dans des salles où on peut avoir à la fois des étudiants en présentiel et en distanciel. Un prof qui peut bouger, hein, non pas scotché sur sa chaise parce que s'il se déplace de 10 cm, on ne le voit plus. Des écrans qui permettent aux étudiants à distance d'être partie prenante. Donc voilà, donc on est dans toutes ces réflexions, y compris celles qui vous occupent actuellement, qui sont d'un point de vue réglementaire. Comment on calcule le temps de charge d'un prof, la propriété intellectuelle, la formation, est-ce que ce sont les mêmes profs et autres, mais encore une fois, dans une logique qui est pour nous plus de complémentarité et de service aux étudiants plutôt que d'opposer de système où on n'y arrivera pas. je trouve votre réflexion très intéressante et effectivement, c'est pour moi aussi, c'est ça, c'est pas l'un qui va remplacer l'autre, hein, et là n'est pas question aujourd'hui, mais c'est qu'est-ce que l'on peut gagner avec l'enseignement à distance pour enrichir l'enseignement classique et aller vers du mieux avec cette complémentarité, tout à fait. Voilà. Et je plaide pour une vraie filière d'EdTech française. Euh, Parce que tous les jours, je reçois des propositions de solutions qui sont sur le papier absolument merveilleuses, mais je ne sais pas si ces structures existeront après-demain, ce qui pour moi peut poser donc problème. Et puis, je n'ai pas envie forcément d'avoir des tech qui soient étrangères. Quand je fais un peu de veille, je m'aperçois quand même que c'est un mouvement global.